Et en Afrique, on est opposant pour un poste et, et non défendre l'idéologie politique Non, je suis pour pas. l'intérêt d'un peuple. Non, je suis. Tout de suite, je dis, je suis pas d'accord avec cette analyse. Il y en a qui le font, qui le disent et qui l'écrivent, mais en général, ce sont des gens qui veulent porter atteinte à la dignité de l'Afrique, qui pensent que l'Afrique ne vaut rien, qu'ils s'engagent uniquement pour des buts non recommandables. C'est pas vrai ça. Il y a des Africains de grande valeur. Vous allez me dire que Lumumba était de ce type-là? Nyerere, Mandela, Nkrumah, notre Rwagasore? Non. C'est une communication orientée euh, pour nous empêcher d'avoir conscience dans la dignité à laquelle nous avons droit. Donc pour moi, donc, oui, il y a des cas comme ça, c'est clair. Il y a des cas qui interviennent où on voit des Africains qui se battent non point pour des principes, non point pour des valeurs universelles, mais pour des intérêts particuliers, les intérêts qu'on appelle les intérêts du ventre. Cela arrive notamment lorsque vous avez des gens qui acceptent de jouer le jeu de ce que moi j'appelle les guerres par procuration, les guerres civiles, ethniques. Pour la plupart en Afrique, c'est des guerres par procuration où on va demander aux Africains en Kirundi Jodi, ça existe. Et je dis dans mon livre, dans mon dernier livre sur l'Afrique des Grands Lacs, tant que les Africains n'apprennent pas à faire cette analyse, c'est-à-dire savoir qu'il y a des conflits fabriqués de toutes pièces par des gens, par des puissances qui veulent mettre la main sur nos ressources, tant que les Africains ne comprennent pas ça, c'est évident, les crises ont de beaux jours devant eux. Alors là, nous sommes en train de parler c'est au niveau de la démocratie, là où nous voyons qu'il y a des opposants après la nomination à un poste et c'est fini la lutte. On peut se dire, est-ce que c'est vrai que la lutte est menée juste pour un poste? Parce que récemment, avec des exemples concrets, récemment notamment, il y a celui qui a été nommé au Premier ministre au Gabon. C'est Raymond Ndonga Sima. Il a été nommé Premier ministre et c'était fini sa lutte. Et il y a aussi, c'est récemment, il y a aussi en 2008, Raila Odinga qui a été nommé Premier ministre, après beaucoup de bavures, après beaucoup de massacres, et quand il a été nommé à ce poste, c'était fini. Il y a aussi, au Congo, à l'époque des Zaïre, il y a Mobutu qui avait nommé Étienne Tshisekedi, le père, c'était en 1992, et c'était fini la lutte. Est-ce qu'on peut affirmer que leur lutte est menée juste pour un poste? Des cas comme ceux que vous venez de citer ont existé, mais je me garderai juste de généraliser. Il y a des gens qui ont des principes et qui tiennent beaucoup à ces principes. Il y en a dans plusieurs pays africains. Mais il faut savoir que sur le laps de temps que nous sommes en train d'analyser, vous avez parlé de Mobutu, vous parlez du Gabon tout à l'heure, etc. C'est sur un espace de 30-40 ans. Qu'est-ce que c'est que 40 ans dans l'histoire d'un peuple dont la vie peut aller jusque dans des chiffres millénaires. Bon, je ne veux pas minimiser et dire que ces cas de figure n'existent pas, mais regardez dans votre carnet d'adresses, lisez Twitter, aujourd'hui ce qui est en train de se passer, les panafricains qui sont en train de se battre pour demander des réformes, pour demander que, par exemple, la politique française en Afrique puisse s'adapter aux contingences d'aujourd'hui. Ça, c'est un exemple. Regardez les gens qui disent comme ça. Il y en a plein. Simplement, ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail qu'il faut faire chaque fois qu'on se lève le matin parce que c'est dur, ça peut être dur, ça peut
vous portez en faux contre votre sécurité, etc. Les gens doivent faire attention, mais moi je refuse que les gens pensent que l'Afrique n'a pas d'Africains qui veillent aux vrais intérêts de l'Afrique. Il y en a, ce qui est certain, il y en a qu'on ne connaît pas. Il y en a aussi qui n'ont pas des terrains où ils peuvent s'exprimer, mais il y en a. Alors, à cela, on se demande quel est le rôle réellement de l'opposition en Afrique. Le rôle de l'opposition, écoutez, tout dépend de la personne qui s'engage. À mon avis, moi quand j'étais opposant, par exemple, dans les années 90, quand je représentais le Frodebo en Europe, ne pas adhérer à l'opposition, c'était pour moi une trahison vis-à-vis de mes principes. Mais à un moment donné, j'ai analysé la situation dans les années 96. J'étais diplomate à Bruxelles. À l'époque, je me suis rendu compte que le Burundi avait besoin de moi sur un autre théâtre, le théâtre du dialogue. J'ai démissionné de tous mes mandats à l'époque, le mandat de diplomate, le mandat de militant et de dirigeant du parti Frodebo en Europe, pour créer une organisation de dialogue dans des buts. Le premier but, c'était de faire tout ce que je pouvais pour apporter les informations utiles permettant aux Burundais de comprendre à l'époque que la communauté internationale était devenue honteuse pour ce qu'elle n'a pas fait au Rwanda et qu'elle voulait l'éviter au Burundi. Ça se voyait très bien, y compris les puissances, parmi lesquelles on peut citer des puissances qui avaient été pour beaucoup dans les problèmes que nous avons traversés. Par exemple, dans l'assassinat du président Dadaye ou bien dans les tragédies antérieures. Alors, je me disais, il faut montrer qu'il y a moyen d'aider le pays autrement plutôt que d'être dans l'opposition. Mais ça suppose un prix à payer. Il faut savoir être indépendant. Comme je le suis, moi je crois que je suis indépendant, vraiment indépendant. J'en doute pas du tout. Je ne sais pas si vous étiez là en 2010 quand je me suis fait enrôler comme candidat indépendant. Je ne l'avais pas fait pour gagner. Je ne pouvais pas gagner. C'était impossible. Mais moi, je réalisais que le seul fait de montrer que quelqu'un peut tenter une chance, c'était pour moi une leçon, c'était pour moi quelque chose qui pouvait apporter une inspiration à la génération qui m'observait, à la génération des jeunes qui m'observaient. Après, quand le processus électoral est terminé, en 31 juillet 2010, moi je m'en suis retourné où j'étais et j'ai repris mon étoffe de fondateur du CIRID. Alors je disais, mon premier but c'était de servir le pays sur un autre terrain, autre que l'opposition politique. Je vais l'appeler d'ailleurs politico-politicienne. L'autre but que j'avais, c'était d'apporter, selon mon expérience, quelque chose de neuf dans les tentatives de dialogue qui se faisaient partout. Tout le monde voulait aider le Burundi, mais tout le monde ne comprenait pas les problèmes de ce pays. Alors il fallait se mettre à leur écoute, les aider. Je donne un exemple de ce que j'ai fait dans cette qualité. À un moment donné, vers les années, je crois, 98, 99, 2000, moi je suis allé dire aux diplomates, mais c'est vrai, il y a une démarche à Arusha, l'essentiel de la classe politique burundaise est là, mais moi je suis désolé, il n'y aura pas de paix au Burundi tant que vous n'écoutez pas les mouvements armés qui sont sur le terrain et qui ne sont pas présents à Arusha. Je voulais parler du CNDD-FDD et du FNL d'Agathon Rwasa. J'ai essayé de défendre ma thèse, mais par après, ils ont dit oui. Ils ont vu que j'avais vu juste. C'est pourquoi, à un moment donné,
j'ai obtenu que 2 délégués du CNDD-FDD puissent venir visiter ce que j'appelle la Genève internationale, ainsi qu'un certain nombre d'acteurs politiques, diplomatiques en Suisse qui étaient intéressés par la situation. J'ai eu la visite de 2 délégués du CNDD-FDD. L'un d'eux était Gaspard Koba, que vous connaissez et qui vient encore. Vous pouvez lui demander son témoignage. Il dit. Moi, je considérais que aider ces gens-là à venir se laisser écouter par la communauté internationale, c'était une façon directe d'aider le Burundi à avancer, plutôt que d'être dans une opposition politico-politicienne qui défend des intérêts immédiats. Aujourd'hui, vous défendez donc les dialogues, ancien politicien, et si je me rappelle bien, conseiller d'un président, si c'est Macky Sall. Non, pas conseiller. Pas conseiller du président Macky Sall. Macky Sall, il est parrain d'un projet de dialogue panafricain que j'ai créé en 2016 à Genève. Alors, ma question... Mais j'ai été seulement conseiller du président Nagamira. Ok. Ma question est de savoir pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle, on lève encore aussi les régimes militaires et surtout avec les coups d'État au niveau de l'Afrique. L'histoire africaine est en train d'avancer. Ce que nous ne savons pas encore, nous ne savons pas si ce sont les coups d'État qui vont faire à l'Afrique les pas qui lui restent pour devenir plus stable, plus prospère, etc. Mais la vérité maintenant est que les coups d'État qu'on a vus, 4, le Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Gabon, c'est qu'à un moment donné, on a le sentiment que les populations voulaient un changement. Est-ce que ce changement, il est bon avec un coup d'État? Est-ce que ce changement pouvait venir par autre chose? La réalité est que dans les cas que je viens de citer, les populations ont reçu ça comme un fait accompli. Maintenant, je crois que ce qu'il faut, c'est d'analyser la situation, de développer de nouveaux paradigmes, d'aider à développer de nouveaux paradigmes. Moi, je vous dis par exemple, les intellectuels, les universitaires doivent se saisir de la question pour inventer de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes qui montrent comment l'Afrique peut continuer à avancer dans le contexte actuel. Moi, je disais par exemple pourquoi les gens ne reviendraient pas à ce qu'on a connu dans le temps à Bandung, la conférence internationale de Bandung, qui fut le terroir où les Africains ont consolidé leurs réflexions sur la décolonisation. Il y a eu des tentatives africaines d'organiser des congrès pour conceptualiser un changement plus durable. Je crois que maintenant, c'est vraiment le moment. Moi, je suis beaucoup le débat sur les réseaux sociaux. J'en vois qui disent par exemple qu'il faut aider l'Union africaine à se transformer de façon à devenir une Union africaine des peuples, pas une Union africaine qui fonctionne parce qu'elle est sponsorisée par des forces étrangères qui fonctionnent comme vous le savez. Mais tout n'est pas noir dans l'Union africaine. C'est une organisation qu'il faut absolument soutenir. Elle est utile pour l'Afrique, il faut la soutenir, mais il faut la soutenir surtout en l'aidant à devenir indépendante. Merci.